Bonjour à tous, c'est vrai que c'est impressionnant. Alors nous, donc merci déjà aux organisateurs de nous donner cette opportunité de faire cette intervention. Nous, on voulait vous parler de l'expérience en fait d'un père aidant famille pour co-animer des programmes de psychoéducation. Et là, en l'occurrence, c'est le programme Connexion familiale dont on va vous dire deux mots. Alors, pour ma part, je suis Flore Verdillon, je suis proche concernée, aidante et père aidante familiale depuis un peu plus d'un an au C3R, Centre de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive qui dépend du Centre hospitalier Alpes-Isère de Grenoble. Et bonjour, moi je suis le docteur Sylvain Lénier, donc je suis médecin psychiatre au C3R, au centre de réhabilitation. Je suis également médecin psychiatre au centre expert schizophrénie, anciennement centre expert autisme adulte. Et nous faisions ce groupe du coup avec Flore et Céline Roman, on l'a citée, qui ne sera pas présente aujourd'hui, mais qui a participé à l'élaboration et puis également à la poursuite de ce groupe. J'enchaîne. Pour vous donner quelques indications sur le programme du coup Connexion familiale, c'est un programme de psychoéducation donc, qui a été développé aux États-Unis par une association et qui est diffusé en France par l'association Connexion familiale. On vous a mis le site internet si vous souhaitez. C'est un programme qui est pensé donc, pour se dérouler en 12 séances de 2 heures pour un groupe, on va dire, de 8 à 12 participants, et qui a été conçue, en tout cas diffusée telle qu'elle en France, diffusée pour être co-animée entre soignants et proches aidants. Les objectifs sont d'informer sur le trouble lui-même, d'acquérir des compétences pour gérer son propre bien-être, d'acquérir des compétences pour mieux gérer sa relation avec son proche et de s'ouvrir à un réseau d'aide et de soutien avec ses pairs. Ce programme, pour vous donner juste quelques indications pour vous permettre de comprendre la suite, c'est un programme qui est basé sur la TCD, la thérapie comportementale dialectique, et qui travaille beaucoup avec la notion de validation émotionnelle, qui est une notion assez centrale en fait dans ce programme. Et il a été conçu à l'origine pour une co-animation, et nous l'avions avec ma collègue Céline Roman, nous l'avions implanté au départ dans notre service, mais sans proche pour pouvoir le co-animer, et on l'a commencé de cette manière. Alors là, en fait, on a voulu dans cette présentation apporter un peu un regard croisé sur les retours que chacun pouvait avoir de cette co-animation. Donc moi, en tant que co-animatrice, et là c'est un peu mon retour que vous voyez sur cette page, que je vais commenter, le retour des soignants, et surtout, on a pris le soin d'interroger tous les participants pour avoir le retour que vous aurez à la fin. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que déjà, alors effectivement, comme l'a dit Sylvain, finalement, la co-animation, elle était pensée à la base, c'était même plus qu'une co-animation. À la base, donc, ce programme américain avait été pensé pour être diffusé par des pairs. Donc, quelque part, on est rentré dans les modalités d'animation originelle du programme. Après, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la présence d'un père aidant, alors parfois je dirais PAF, parce que c'est un peu plus rapide, donc la présence d'un PAF pour co-animer, ça permet de mettre en confiance et d'accélérer l'alliance thérapeutique. Là, je parle de l'alliance thérapeutique, pas de la personne concernée avec son soignant, mais plutôt des familles avec les soignants. Et ça démarre avec l'entretien pré-groupe, c'est-à-dire qu'avant de commencer avant de commencer un programme, on reçoit toujours les familles pour un entretien pré-groupe, et c'est un moment très important en fait. C'est vraiment là, on est vraiment dans le cœur aussi de la pérédance familiale, et pour ceux qui connaissent, ça me fait un peu penser à ce qui peut se passer dans les premiers entretiens de BREF, du programme BREF, c'est-à-dire qu'en fait la famille, alors ils peuvent être en couple, ils peuvent être seuls, mais vient et pour la première fois, elle a un espace pour poser ce qui se passe pour elle. Voilà. Un espace, ça paraît bête, mais qu'elle n'a souvent absolument pas eu jusqu'à présent. Voilà. Bon, on y reviendra après. Un autre apport,
c'est que le fait d'avoir un PAF en co-animation, ça permet de faire des ajustements dans le contenu du programme, et on l'a fait, parce que du coup, ça permet de prendre en compte vraiment la prise, ça permet de prendre en compte en fait la famille. Et on s'est permis de faire des ajustements dans le programme pour, par exemple, au départ, le programme, il était vraiment... comme c'est un programme tout fait et tout ficelé, au début, on n'osait pas trop l'adapter. Et en fait, il était quand même très, très top-down, donc assez directif. Et il y avait très, très peu d'espace pour l'échange. Et moi, en tant que... parce que, en fait, oui, pardon, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, j'ai fait le pilote du programme. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, que de fil en aiguille, je me suis retrouvée père aidante au C3R. Et dans le pilote, effectivement, on nous avait dit, attention, c'est pas un groupe de parole, parce que le programme était assez dense. Et du coup, bon, de temps en temps, on osait poser des questions, mais c'était quand même pas très interactif. Et du coup, quand j'ai intégré la co-animation, tout de suite, Sylvain et Céline m'ont dit, bon, toi qui as fait le programme, qu'est-ce que tu en as pensé? À ton avis, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien? Donc, ils ont vraiment intégré mes retours. Et notamment, dans mes retours, il y avait, quand même, ça serait bien qu'il y ait un peu d'échange. Voilà, que ce soit un peu plus interactif. Donc, petit à petit, on a fait évoluer les choses comme ça. Et puis, avec les retours des participants aussi, évidemment, parce qu'à la fin de chaque programme, on fait un bilan avec les participants. Donc, à chaque fois, on peut intégrer les apports des familles. Ensuite, j'ai trouvé que la présence d'un PAF dans la co-animation, ça facilitait vraiment la diffusion et l'appropriation de certains messages. Des messages qui sont, comment dire, c'est pas qu'ils sont pas faciles à entendre, c'est qu'ils peuvent être un peu clivants ou ambigus. Et notamment quand on parle de tout ce qui est étiologie. Donc, j'ai appris ce que c'était que l'étiologie, c'est les causes d'un trouble psychique. Donc, il y a forcément une part un peu génétique et on parle aussi d'une part environnementale. Et il se trouve que dans le trouble borderline, je pense et j'espère que ça changera dans le futur avec la recherche, mais aujourd'hui encore, on dit que l'entourage familial impacte beaucoup et on parle d'entourage invalidant. Voilà. Et quand on est une famille et qu'on reçoit ce message comme quoi, on le reçoit de manière brute, en se disant on a été invalidant avec nos enfants, ça fait un peu bizarre. Donc en fait, on a besoin... Bon, le programme, encore une fois, il est conçu comme ça, mais ça demande du coup des explications. Et des explications quand ça vient de quelqu'un qui est comme eux, qui a vécu la même chose, qui a été étiquetée invalidante de la même manière qu'eux, c'est quand même vachement plus simple de les faire passer. Donc ça, c'est un type de message. Et puis, voilà, aussi de certains concepts... ou de compétences. Et ça, c'est aussi facilité par l'illustration, en fait. C'est-à-dire que moi, en tant que père aidante familiale et en tant que proche concerné, j'apporte des exemples concrets. Un troisième, enfin pas un troisième, je ne sais plus à combien j'en suis, mais un autre point positif et qui apporte beaucoup, c'est que la présence d'un PAF, ça permet de libérer la parole et ça permet de libérer du coup le partage. Parce que quand on est sur des sujets comme ça, soit parce que justement, je sais pas, personne ne réagit, donc on ne sait pas s'ils comprennent ou si ça fait tilt, ou si c'est parce que justement ça pose des choses qui sont un peu dures. Moi j'y vais et je donne le premier exemple. Et en donnant ce premier exemple, voilà, les gens vont rebondir, ils vont dire oui effectivement. Donc en fait ça permet vraiment de libérer la parole. Et enfin, je trouve que ça renforce le processus d'empowerment des familles, donc leur pouvoir d'agir. C'est-à-dire que, en fait, après moi-même avoir fait ce programme, et je vois véritablement qu'au fur et à mesure des séances, en fait, les parents, ils passent de subissant à on a des leviers. Et ça, c'est le début du rétablissement. Ah oui, alors j'espère qu'on a le temps. Je voulais juste vous lire un retour que j'ai eu quand on a fait l'enquête. Il est un peu long, mais c'est vraiment un retour de parents et je trouve que ça exprime bien ce qui se passe. Je vous disais que l'entretien pré-groupe, c'était vraiment important. Donc notre enfant en refus de soins, n'étant pas encore suivi par le C3R, je ne pense pas que nous aurions pu avoir accès à la structure en l'absence de la père aidante famille du programme.
De plus, au moment de l'entretien, nous étions encore très tâtonnants dans la compréhension des troubles de notre enfant, mais aussi très éprouvés par plusieurs années d'errance diagnostique et de recherche déçue d'appui et de conseils médicaux. Le fait d'avoir pu parler de façon simple avec la père aidante, d'être écouté, d'évoquer avec elle les symptômes de notre enfant sans avoir l'impression d'être jugé et sans que nos intuitions soient relativisées, et d'envisager les perspectives d'aide possible nous a beaucoup apaisés. Cet entretien nous a permis d'attendre avec un peu d'espoir et de façon un peu plus sereine les quelques mois qui nous séparaient du début de la prochaine session de connexion familiale. Du côté du retour des soignants, donc de notre retour, on va dire, j'ai essayé de mettre quelques mots-clés. Il en manque un, c'est synergie. Ça a été très synergique, justement. On n'aurait pas pu faire certaines choses sans, justement, la présence de Flore. Au niveau du partage, ça a augmenté beaucoup de choses, au niveau de nos connaissances à nous, de notre capacité d'empathie et de posture, ainsi que certaines compétences. Il faut dire qu'on était déjà dans un contexte, finalement, où la pérédance était déjà intégrée, où il existait de nombreux programmes de psychoéducation. Et sous l'impulsion de mon collègue et responsable, qui est d'ailleurs présent, le docteur Benjamin Gouache, il a souhaité aller plus loin dans l'embauche, justement, d'un père aidant famille. Et on voit que ça a augmenté vraiment la participation des proches, vraiment comme des alliés au sein de notre structure et de notre hôpital. Et ça nous a permis de développer finalement la notion de pérédance poussée jusqu'à la pérédance familiale. Ça nous a permis, et finalement c'était réciproque, de mieux se comprendre et de mieux expliquer notre rôle, aussi peut-être pour Flore de découvrir, on va dire, les coulisses de l'hôpital, parce qu'il se passe beaucoup de choses en coulisses, et ça impacte vraiment sur notre capacité à faire. De lutter, on va dire, contre certains stéréotypes qu'on peut avoir comme soignants. Les familles de personnes qui ont un trouble borderline, elles sont invalidantes. C'est comme ça que c'est présenté très grossièrement dans le modèle quand on ne le connaît pas bien. Et d'aller au-delà de ce modèle-là et de se rendre compte que d'une part, on n'est pas tout puissant, ça c'est un constat qu'on fait régulièrement, mais malgré cette non toute puissance, on peut quand même croire et espérer du changement, pas en donnant le message aux proches qui ne font pas bien, mais en leur donnant le message qu'il y a peut-être d'autres clés qui leur sont nécessaires pour faire encore mieux. Et vraiment dans cette approche dialectique, c'est-à-dire que sur certains aspects, on ne va pas espérer de changement, on va vraiment développer le fait d'accepter, de faire avec ce qu'il y a, alors que sur d'autres aspects également, on peut quand même solliciter le changement quand au départ, on n'a pas espéré que les choses bougent. Ça a renforcé le fait d'observation, de choses qu'on constate, c'est-à-dire qu'on peut faire confiance aux proches et à leurs compétences. Ils ont souvent utilisé de nombreuses stratégies, et de nombreuses stratégies qui, dans certains contextes, ne vont pas être fonctionnelles. Dans le modèle, encore une fois, de la validation émotionnelle, le modèle part du présupposé qu'on est tous à peu près validants émotionnellement. Et je pense une grande découverte, en tout cas pour moi, avec ce programme et avec la TCD, c'est que la validation émotionnelle, c'est plus ou moins intuitif, mais que ça s'apprend et qu'on bénéficie justement tous de l'apprendre et de le développer comme un groupe comme celui proposé. Ensuite, ça nous a permis de saisir des expériences non partagées par les professionnels et qui sont importantes pour la vie des proches. Un exemple très anodin, mais qui revient tout le temps à chaque session, c'est la chambre à coucher, le rangement de la chambre à coucher et l'organisation de manière générale. Et c'était vraiment épatant de revoir qu'à chaque fois, ce sujet était amené par les proches et que ça menait à de longues discussions parce que c'était un vrai sujet et un sujet qui était un peu dans notre angle aveugle pour nous en tant que professionnels parce qu'on n'est pas confronté au quotidien à ce sujet-là. Ça nous a permis, et ça aide justement à dépasser la question, la sempiternelle question de la responsabilité éducative. Est-ce que les proches, justement, sont de mauvais éducateurs, ont eu des défaillances dans l'éducation de leur enfant qui a amené à un trouble borderline? Ça, on sait que c'est faux. Mais de le savoir et puis de le rendre concret dans la posture, c'est encore, on va dire, une autre dimension. Et enfin, ça fait, on va dire, écho à ma situation professionnelle. C'est des compétences qui nous sont nécessaires en tant que soignants. Et bien évidemment, dans ma situation personnelle, je suis père et beau-père. Et je vous avoue que ça m'a beaucoup aidé dans ma fonction de père et de beau-père.
Quant à ma collègue, elle, ce qu'elle a pu nous dire, c'est que le partage d'expériences initié par Flore incite souvent les participants à amener leurs propres expériences, ce qui rend plus concret ce qu'ils vivent au quotidien, leurs difficultés, mais aussi leurs stratégies. On quitte le théorique pour aller vers le pratico-pratique, c'est plus pertinent. Parfois même, ça permet de mieux comprendre le théorique en le mettant en application concrètement. Certains messages ont du coup beaucoup mieux passé de la part d'une père aidante famille que d'un professionnel. Bien qu'on adopte une attitude bienveillante, on ne vit pas le même quotidien. Les conseils qu'on peut donner pourraient parfois être mal reçus et ça se comprend. C'est vrai que l'incarnation des choses a changé un peu la donne et c'est ce qu'on voyait nous déjà avec la père aidance, qu'un même message, suivant la personne qui le transmet, ne sera pas entendu de la même manière. Ça a vraiment, pour elle, contribué au dévoilement de ses propres expériences et lui a donné plus de légitimité dans le fait de pouvoir justement raconter, se dévoiler son expérience pour aider les personnes. Ça lui a permis d'avoir une vision plus globale dans l'accompagnement des personnes et elle dit également qu'à titre personnel, cela la pousse à aller chercher des exemples dans sa vie personnelle et à prendre du recul dessus, à mettre en place des stratégies, ce qui lui sert beaucoup. Donc là, on va vous faire rapidement le retour des participants. Donc il faut savoir que aujourd'hui, on termine la quatrième session. Sachant que j'avais participé à la première, donc en fait on a pu faire l'enquête sur 3 sessions et du coup on a demandé à 27 personnes qui ont participé à ces 3 sessions et on a eu 23 réponses, donc un beau taux de réponse. Donc la première question, c'était très simple, c'était est-ce que vous avez apprécié qu'un proche concerné coanime le programme Connexion familiale en plus des professionnels de santé? Et à l'unanimité, la réponse était oui. Pensez-vous que le programme aurait eu le même impact sur vous sans cette co-animation? Et à presque l'unanimité moins une, la réponse a été non. Voilà, donc pour eux, le programme n'aurait pas eu le même impact avec ou sans PAF. Et globalement, ils nous ont fait beaucoup de retours. Alors, je ne les ai pas tous mis, mais beaucoup de retours qualitatifs, parce qu'il y avait des commentaires. Et globalement, ce qui ressort dans ces retours, c'est d'abord la complémentarité des savoirs. C'est-à-dire qu'ils apprécient beaucoup. Ils apprécient bien sûr beaucoup que ça soit dispensé par des professionnels, parce que quand on aborde la question, par exemple, du strictement plus médical, des symptômes, des manifestations, de la pharmacologie, tout ça, c'est très bien quand c'est fait par des professionnels de soins, mais en même temps, ils apprécient justement cette dualité expérientielle et théorique. Il y a aussi beaucoup de retours concernant le process d'identification. En fait, pour eux, ils peuvent s'identifier finalement à la PAF et du coup, ça, c'est important. La proximité des vécus, le partage d'expériences et de stratégies, la libération de la parole, comme je le disais tout à l'heure. Beaucoup insistent sur le fait qu'ils ont le sentiment d'être entendus et compris. Et ça, j'insiste encore, mais franchement, c'est énorme et c'est rare que quand on... Je suis désolée, mais c'est rare que quand on sort d'un entretien avec un professionnel de santé en tant que parent et qu'on vient pour notre proche qui est majeur et quand on a eu la chance d'avoir un entretien familial et qu'on se sente entendu et compris, c'est quand même assez rare. Voilà, ça génère de la confiance et ça permet la déstigmatisation. En gros, c'est les thèmes qui apparaissent. J'en ai pris quand même quelques-uns. Donc là, c'est vraiment du verbatim. Donc l'expérience de la père aidante me semble indispensable et plus en cohérence avec les attentes des familles. Cela rend les propos concrets en comparaison au personnel médical qui présentera une approche plus théorique. Les exemples avancés et l'expérience partagée aident considérablement les échanges afin de se sentir compris et d'être dans le concret. 2 postures complémentaires, professionnels et usagers, une alliance pertinente dans le suivi des troubles psy. Rend l'expérience du groupe plus humaine, plus proche de soi, on s'identifie plus facilement, on est plus rassuré pour partager librement. Partage d'expérience, libérer la parole, parfois on a honte de dire, ça c'est important, et effectivement, c'est très vrai, et la père aidante initie. Un meilleur rapprochement entre théorie et réalité. Voilà, on en a extrait 5, mais on en avait vraiment beaucoup, et ils étaient tous intéressants.
Alors, la conclusion. Je mène et tu complètes. Pour nous, en tant que soignants, on connaissait cette notion de rétablissement des proches, et vraiment, ça nous permet, même si on a du mal à le théoriser, mais d'aller encore plus loin et d'accompagner encore plus longuement le rétablissement des proches dans leur parcours et puis également dans leur temporalité, là où ils en sont au moment où on les rencontre. Ce qui est à l'œuvre dans la paire-aidance familiale est-elle du même ordre justement de ce qui se passe avec la paire-aidance usagée? Ça, c'est un questionnement. On a quelques éléments de réponse, mais je pense que cette journée va éclairer justement cette notion. Et puis l'intérêt à systématiser ce mode de co-animation dans les programmes à destination des familles. Par exemple, le programme Bref, c'est déjà d'une certaine manière avec l'UNAFAM systématisé. Le groupe Famille TSA qui existe dans notre service, voire Pro-Famille. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin avec une co-animation? C'est un questionnement ouvert avec déjà certainement des réponses. Voilà.